Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Dunk Hebdo ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder ce podcast ou l'écouter. Je suis Greg et je suis entouré ce soir de Matt et de Tom. Comment ça va les gars? Tom, comment ça va? Mais ça va très bien, écoute, hein, content de vous retrouver et puis pour notre première enregistrée tous les trois. Ouais, absolument. Matt, tout va bien de ton côté? Tout va bien, ouais. La saison arrive là bientôt. C'est cool, la petite épisode tranquille où on va pouvoir discuter un peu des joueurs, des trophées, donc c'est sympa. Ouais, la pré-saison est terminée, mais on va pas s'attarder dessus. On va plutôt faire un épisode sur les trophées Dunk Hebdo, les Dunk Hebdo Awards. On a bien rigolé en préparant cet épisode, on va pas se cacher. C'était vraiment très très drôle d'imaginer des trophées spécifiques, puisqu'on va pas parler des trophées de la NBA, mais bien des nôtres, qu'on va découvrir dans quelques instants. On va juste, parce que vous l'avez découvert, ce nouveau générique, on va juste en parler un petit peu brièvement, faire un petit shout-out à Clément de Peluda Prod, qui nous a concocté ce générique en remplacement du générique historique. Donc une nouvelle ère s'ouvre sur Dunk Hebdo. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez la routine. Vous vous abonnez ici, sur les plateformes, sur Twitter, partout. Vous lâchez des pouces bleus et on avance ensemble. Petite pause récréative, comme d'habitude, messieurs, gna gna gna. Et puis, on attaque juste après. Allez, go. C'est parti donc pour les Dunk Hebdo Awards, chers enfants. On va commencer par décrire ce qu'on va faire ce soir. On va décerner chacun autour de 12 questions en tout, des trophées de la saison prochaine en NBA, la saison 2024-2025. Ces trophées sont des trophées qui sont des trophées made in Dunk Hebdo, donc il n'y a pas le MVP, il n'y a pas le Deep Boy, etc. C'est d'autres choses. Et c'est des trophées qui sont à la fois collectifs et individuels. Donc on va commencer par la série collective et ensuite on passera aux trophées individuels. Et sans plus tarder, je vais te lancer, Matt, avec cette première question du soir. Le meilleur Nate rating face aux 10 meilleurs Nate ratings de la ligue, on appelle ça le Elite Award. Et pour toi, ça va chez quelle équipe? Alors, ça va peut-être un peu surprendre, mais j'ai choisi les Bucks comme équipe. Euh, Je vous On dis, a le même. on va s'éclater ce soir. On a le même. En fait, ouais, je les ai pris parce que l'année dernière, ils étaient parce qu'en fait, bon, ils ont fait une saison un peu en demi-teinte, on va dire, avec beaucoup de tests en début de saison avant un peu de se stabiliser après. Mais en fait, quand tu regardes sur Cleaning the Glass, le top 10 des net ratings face au top 10, ils étaient, je crois, quatrième, quelque chose comme ça, ils étaient très hauts. Donc je me dis avec un training camp avec tout le monde au complet, le coach qui est déjà là dès le début, il y a peut-être moyen qu'ils reproduisent ça en mieux et que du coup ils aillent chercher la place de numéro 1. Ben, moi, j'avais le même, en fait. Je me suis dit, en fait, par élimination, puisque effectivement, j'ai regardé qui était dans les premières places l'an dernier. Il y avait Boston, du coup, qui était premier, qui caracolait en tête. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être jouer le panache, puisque Boston, c'est peut-être la solution logique, même si, bon, il y a C'est l'absence de ça. Kristaps Porzingis. Pour OKC, il y a la notion de blessure. Et en fait, effectivement, les Bucks, l'an dernier, tu vois, ils étaient deuxième à plus 4,5 de net rating face au top 10 net rating. Sachant que, tu vois, sur la deuxième partie de saison, ils ont joué que 10% des possessions sous Doc Rivers, par exemple, avec Dame, Giannis et Middleton. Donc, potentiellement, c'est une équipe qui pourrait avoir une attaque vraiment ravageuse et qui pourrait se maintenir défensivement, donc faire bien face au top 6. Bah, malheureusement pour vous, les gars, c'est aussi l'équipe que j'allais mettre pour toutes les raisons que vous avez invoquées. J'avais les Bucks, évidemment, surtout parce qu'il y a la question de la cohésion qui devrait transcender cette équipe la saison prochaine. En tout cas, ce qu'on espère pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont vécu une année 2023-2024 difficile en termes de cohésion d'équipe. Le retour de Middleton en santé, Damien Lillard qui a des problèmes personnels qui clairement affectent son jeu, deux entraîneurs dans la même saison. On imagine que là, avec un peu plus d'élan, comme tu l'as dit, Matt, l'équipe pourrait être encore plus difficile à jouer pour les équipes qui caracolent en tête de la ligue. Bah, du coup, les Milwaukee Bucks, à l'unanimité, remportent l'Elite Awards. On va passer très rapidement, du coup, à l'Awards numéro 2, qui est le Stock Demons. Tom, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, avant qu'on passe aux Awards, ce que c'est le Stock? Alors, les stocks, ça va être la compilation de ce qui est contre, donc Bloc, bloc, et steals, qui vont être interception. les interceptions. Voilà, donc ça va être l'équipe qui va être capable de faire le plus de playmaking défensif, que ce soit sur des interceptions ou des contres. Et du coup, quelle est pour toi l'équipe qui mérite cet award?
Alors pour moi, l'équipe qui va le gagner à la fin de la saison, ça va être OKC, même s'il y a eu pour moi, ça va être le favori, même s'il y a eu la blessure d'Hartenstein. Par contre, j'ai deux Dark Horse. Je pense qu'il y aura San Antonio qui sera pas loin avec un alien, Mm. un alien qui est capable de faire énormément de choses de ces deux côtés-là, et potentiellement Memphis qui va retrouver justement une assise défensive avec Marcus Smart qui a joué que 20 matchs l'an dernier et Jaren Jackson Jr. dans le rôle de roamer qu'il avait pu avoir aux côtés de Steven Adams. Ben, je rebondis sur Memphis parce que c'est mon favori sur cet award-là. J'ai en second, justement, comme tu le disais, Oklahoma City, simplement parce que Hartenstein plus Alex Caruso dans un effectif qui déjà a des armes défensives comme Shea sur les interceptions, Lou Dort de manière générale sur un peu tout, et puis Chet qui est un protecteur de sac, disons, qui a au moins les bras pour contrer, disons. Je pense qu'effectivement, Oklahoma sera dans le top 3. Mais je mets une bille sur Memphis parce que, effectivement, Marcus Smart, Jaren Jackson Jr. et puis Zach Edey. Et j'ai l'impression que la présence physique de Zach Edey va aider Jaren Jackson Jr. dans son rôle de roamer, mais lui aussi peut aller chercher des contres. Et en fait, quand tu commences à empiler comme ça des profils défensifs qui ont un tel, à la fois un volume et disons un plafond d'impact défensif individuel, à mon avis, cette équipe de Memphis fera mal sur les stocks l'an prochain. Matt, quel est ton prono sur l'award du stock Demon? Ouais, moi j'ai pensé un peu aux mêmes équipes que vous, mais j'ai mis le Magic, moi du coup. Parce que bah on le sait, pareil, ils sont très forts en playmaking défensif. C'est en turnover provoqué, ils étaient deuxième de NBA, il me semble, sur Cleaning the Glass. Et en plus, bah il y a eu l'ajout de KCP. Et puis en plus, si on peut s'attendre un peu à Jonathan Isaac, qui aura peut-être plus de minutes, on le sait lui aussi, c'est un peu comme Wembanyama en termes de steal percentage, block percentage. Il y a moyen que du coup, il fasse monter le Magic peut-être en première place. Mm. Ouais. Je vous propose une Dark Horse comme ça parce que je suis tout à fait d'accord avec le Magic et je pense qu'ils seront dans le top 5 aussi. Les Cavs, vous avez un petit mot à dire sur les Cavs dans cette course au Stock Awards? Ah, pour moi, je pense qu'ils vont impacter peut-être sur le côté bloc, mais je vois pas trop le Moins les playmaking styles. défensif, moins les styles, tu vois. Par exemple, quand on regarde le classement l'an dernier, OKC ils étaient premiers aux deux, premier au style, premier au contre. Philadelphie, quand on fait Ouais, le c'est ce que calcul, j'allais était dire. deuxième au Stocks, c'est ça, avec ils étaient premier ex aequo sur les steals et sixième pardon sur les blocs. Il y avait Memphis du coup qui était troisième. Et ce qui arrivait après, c'est peut-être Minnesota. Effectivement, Minnesota, on en a pas parlé. Minnesota, quand on regardait, ils étaient sixième sur tout ce qui était style, mais ils étaient cinquième sur les blocs, assez proche. Minnesota, on n'en a pas parlé, et en plus, autant ils ont changé leur matériel offensif avec le départ de Karl Anthony Towns, mais leur matériel défensif reste le même. Donc effectivement, Minnesota peut être aussi un des favoris à la Ligue. On vous laissera nous dire, chers téléspectateurs, téléspectatrices, quels sont vos favoris pour nos awards, mais clairement, Minnesota en embuscade, parce que tout simplement Jaden McDaniels, parce que Anthony Edwards, parce que Rudy DiVincenzo Gobert. aussi. Rudy Gobert, voilà, je cherchais le nom de ce Rudy Français qui est pivot à Minnesota. Gobert. Rudy Gobert, etc., etc. Il y a un matos défensif dans le Minnesota. En plus, je pense, vu la place que Randle prend sur un terrain dans la raquette, à mon avis, ça va obliger les attaquants adverses à se concentrer sur les lignes extérieures, en tout cas, et donc ça va faire le jeu des défenseurs extérieurs de Minnesota, qui auront la tâche encore plus facile. Je pense que Minnesota n'est pas sous-estimé dans cette course-là. Ça va être en tout cas hyper intéressant à suivre. On va passer à l'autre côté du terrain, l'attaque, avec pour le coup un award collectif qui va récompenser davantage disons la qualité du jeu, la beauté même du jeu, on pourrait dire, avec le plus haut pourcentage d'assists dans la saison. On appelle ça le Sharing the Rock Award, partager la gonfle, hein, pour une traduction rapide. Je vais me lancer là-dessus. Je vais me lancer de manière très chauvine parce que sur ce que j'ai vu de la pré-saison et ce qu'a montré Mike Budenholzer avec ses autres équipes, je pense que la circulation de balles va très bien se passer du côté des Suns cette saison. Phoenix va être donc mon favori pour ce titre du Sharing the Rock Award la saison prochaine, simplement parce que je pense qu'il y aura difficilement le meilleur passeur de la ligue dans cette équipe, mais qu'il y aura
un certain nombre de joueurs qui a déjà en tout cas un certain nombre de joueurs qui sont capables de générer plus de 4 ou 5 passes par match. Et je pense qu'il n'y en a pas 3 ou 4, j'en vois plus 5 ou 6. Je vois Tyus Jones monter Morris, je vois Yusuf Nurkic, Devin Booker et Bradley Beal, ouais, ça fait 5. Kevin Durant est capable de faire des matchs à 8 ou 9 passes. On l'a vu sur son dernier match de pré-saison, il a beaucoup partagé le ballon. Je pense que c'est une équipe qui peut effectivement avoir une circulation de balles accrue et puis, par son efficacité et l'efficacité de ses attaquants, générer beaucoup d'assists. Donc moi, je les mets favoris là-dessus. Je te lance, Matt, sur ton pronostic. Tu vois qui? Moi, j'ai mis les Warriors pour le meilleur assist percentage parce que bah en plus maintenant ils ont fait le choix, ils ont plus que Curry en porteur de balle, puis c'est un peu une équipe qui est connue pour ça, de pas mal partager la gonfle avec la motion offense, tout ça. Et en plus avec les ajouts qu'ils ont fait avec Kyle Anderson, tout ça, qui sont vachement plutôt dans la passe que dans le scoring. Je pense qu'on va vraiment voir des Warriors qui vont, ouais, comme d'habitude, quoi, avec Steve Kerr, son système, de bien se partager la balle. Donc, ouais, à mon avis, je serais pas étonné qu'ils soient premiers à la fin de la saison. Ouais, il y a l'ajout de Buddy Hield aussi qui est intéressant parce que c'est, mine de rien, quand tu fais une passe à Buddy Hield et qu'il prend un shoot, tu as quand même une finition, en tout cas à 3 points, qui est augmentée. Il récupère, disons, pas forcément un prime Klay Thompson, mais en tout cas un des meilleurs shooters de la ligue à 3 points. Klay Thompson faisait d'autres choses que Buddy Hield ne fait pas, mais sur la question du 3 points et de la finition à 3 points en réception de passe, que ce soit de Draymond Green ou des autres connecteurs de l'équipe, tu l'as dit, hein, Steph Curry et puis tous les autres qu'ils ont. Effectivement, ça va être vachement intéressant. Il y a Kuminga aussi qui est un finisseur correct, en tout cas sur drive quand il se lâche. Tom, est-ce que tu as les Warriors? Est-ce que tu as les Suns? Est-ce que tu as une troisième équipe? Alors, pas du tout, puisque en fait, cette award-là, je l'ai vu pas exactement comme vous, c'est-à-dire que vous avez vu le côté jeu collectif qui vont faire le plus de passes. Moi, j'ai vraiment pensé à l'assist et j'ai pris plutôt un système Ok. héliocentré, en fait, où Ah, ok. ben voilà, où il y aura juste un talent indépendant et beaucoup de talents dépendants autour. Et Donc, j'ai donc, Trey pensé aux Young. Hawks. Voilà, exactement, exactement. J'ai pensé aux Hawks. J'ai pensé aux Hawks pour ce trophée-là, puisque c'est entre guillemets, c'est la passe avant le panier. Elle peut venir d'une succession de passes avant, tout comme elle peut venir juste d'un décalage fait par un porteur de balle qui envoie soit pour un lob. On a vu que pendant la pré-saison, les Hawks ont tenté pas mal de lobs. Et je pense que voilà, un système héliocentré avec puisque là, comme tu l'avais dit, Matt, on voit que cette saison, tout le système va tourner vraiment autour de triangle. On est de retour sur vraiment un Mm. triangle héliocentré. Donc, je pense que pour moi, ça va être l'équipe qui aura le plus haut taux d'assist percentage. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu qui était premier l'an dernier? Ça va vous étonner si vous l'avez pas vu. C'est pas San Antonio ou quelque chose comme ça, il me semble. Exactement. Ah ouais. Ce sont les Ouais, Spurs. Ce sont les Spurs. Moi, ça m'a étonné. ouais, ouais. Popovic, basketball. C'est les Spurs de Tony Parker et de Ginobili et de C'est ça. Duncan. C'est cet héritage-là. En plus, ils ont eu Chris Paul. Je me suis dit, c'est peut-être pas bête de les prendre, mais après, je me suis dit, ouais, Ouais. Trae Young, système héliocentré, ça peut le faire. Et du coup, en parlant de système héliocentrique, comment tu vois Dallas dans cette course à l'assist percentage? Dallas, un peu moins parce que Luka Doncic est le joueur qui a le moins, globalement, hein, sur les volumes, les joueurs à gros volume, a le moins de talent, pas le moins de talent. J'allais Toi, tu dire veux qui a nous le poser plus des de talent problèmes, toi? dépendant. C'est-à-dire que c'est le joueur le moins talent dépendant. Ouais, C'est-à-dire que ok. c'est le joueur qui finit le plus d'actions auto-créées par lui-même. Il est dans dans une petite course à deux avec chez Alexander. Donc pour moi, il a une telle importance en fait sur le volume offensif de l'équipe que même s'il génère énormément, je pense que c'est quelqu'un qui dont les passes décisives par exemple vont générer le plus de points dans la ligue cette saison, mais je pense pas que pour Qui la non, 6 ouais. percentage, voilà, il sera le que Dallas sera haut pour ce trophée. Matt, je te pose le même type de question pour les Nuggets de Nikola Jokic. Oui, c'est vrai que ça aurait pu aussi, parce que c'est vrai que contrairement, c'est pas un système héliocentré, enfin, c'est héliocentré un peu autour de Nikola Jokic, mais en fait, ça partage tellement la balle que lui, c'est un joueur qui est héliocentrique, mais dans le sens où il va pas garder le ballon longtemps dans les mains, où au final, ça se partage énormément la balle. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi aux Pacers, que là, du coup, je me dis aussi pourquoi pas, ça peut être une équipe aussi potentiellement qui pourrait être en haut.
Ouais, les Pacers, maintenant que tu le dis, clairement, Haliburton, dans le genre génération d'attaque, c'est quand même très costaud. Euh, Petit Dark Horse, Darling, les Hornets de la Melo Ball, si c'est en forme. Ouais, bon, why not? Ouais, why not? Ouais. Là, Why not? Tom, il va me dire, Greg, il faut qu'il y ait des équipes qui perdent des matchs. Ouais, c'est ça, why not? Why not? Non, évidemment, les Hornets seront, à mon avis, pas top 5 de cette course-là, mais Nuggets, Hawks, etc., sans doute, pour le coup. On va passer au Whistle Award, qui est un award qui concerne les équipes. Whistle. Ouais, le Whistle Award. Je l'ai appelé comme ça, écoute, le coup de sifflet. J'hésitais entre ça et le Lakers Award, mais j'ai pas envie de troller. Je n'ai pas envie de troller. Ou le Joel Embiid Award, mais c'était une récompense collective. Je n'ai pas envie de troller, donc ce sera le Whistle Award. L'équipe qui va provoquer le plus de lancers francs dans la saison. Matt, supporter de Philadelphie, est-ce que tu penses que Joel Embiid, à lui tout seul, peut aller chercher cet award pour son équipe? Oui, évidemment, j'ai mis Philly parce qu'en plus, tu regardes le classement. Tu regardes le classement de free throw rate, de provoquer. Ils sont troisième Philly, sachant que Embiid, avec tous les matchs qu'il a ratés, ils sont Ouais, troisième. ouais. Et en plus, bah, ils ajoutent Paul George, bon, qui est un peu moins provocateur de fautes que par le passé. Mais on va dire, s'il remplace numériquement Tobias Harris, bah, forcément, il provoque quand même plus de fautes que Tobias Harris. Donc, Oui, moi, clairement. je vois bien Philly. En plus, Nick Nurse, il a un peu ce système où, tu sais, il joue beaucoup sur le drive. Donc, au final, ouais, je vois bien Philly finir dans les premiers. Tom, est-ce que tu rejoins Matt avec Philadelphie? Bah non pour le coup parce que moi j'avais noté les Lakers parce que ce sont les Lakers. On sait que c'est une équipe qui a, voilà. Enfin, on a vu l'an dernier ils avaient une disparité historique hein, entre Ouais, c'est les historique. lancers francs qu'ils avaient par rapport aux lancers francs qu'il y avait contre eux. Et puis c'est une équipe qui joue très proche du cercle et qui pilonne hein, globalement avec pas forcément énormément de gravité extérieure et beaucoup de voilà du Anthony Davis, des joueurs très longs, des joueurs très athlétiques. Mais pour le coup je dirais les Bucks simplement pour la force de Yanis. Ah Yanis, ouais. à lui tout seul, qui est un gros provocateur de lancer franc, surtout dans un spacing idéal avec quatre joueurs qui peuvent tirer autour de lui, il va pouvoir s'en donner à cœur joie et attaquer et martyriser les cercles Mm. adverses. Après, je me Ouais, dis, puis c'est Lillard peut-être aussi. un peu ambitieux parce qu'en vrai, à part Lillard et lui, il y a personne en fait, puisque Ça, Middleton il est dans l'évitement, Brook Lopez il est dans l'évitement, voilà donc Ça va voilà. reposer sur Gary Trent Jr. finalement et sa capacité à générer des lancers francs un petit peu plus que Mm. les saisons précédentes. Moi, j'ai les Lakers, hein, clairement. Je fais un choix de refuge et je fais un choix, allez, pas de hater, mais disons voilà, je rends hommage à la, À la à tradition. la tradition phénixienne à propos des Lakers. Non, mais j'en place une pour nos camarades fans des Lakers, mais clairement, les gars, on va pas se mentir, vous avez quand même une équipe qui, sur la ligne des lancers francs, est présente un certain nombre de minutes pendant le match. Et je pense que la saison prochaine, ça va continuer. Simplement parce que la structure de l'équipe, finalement, ne bouge pas beaucoup. On a vu JJ Redick mettre en place des choses qui sont plutôt jolies dans le playbook des Lakers et en plus qui sont, j'allais dire, relativement rentables. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de pick and roll avec des finitions d'Anthony Davis effectivement près du cercle, comme tu le disais, Tom, et je pense que ça va générer des lancers francs. Donc moi, je vois toujours les Lakers caracoler en tête de ce classement. Après, Joel Embiid qui fait 80 matchs, à lui tout seul, il peut aller chercher l'award. Hein. Là-dessus, on Il on fera va pas pas. 80 matchs. Mais c'est clair, c'est clair. Mais provoquer des lancers francs, parce qu'on rigole beaucoup et enfin, je fais un peu d'ironie sur la Joel Embiid et les Lakers qui provoquent des lancers francs, mais générer des lancers francs, c'est pas mauvais, c'est même plutôt Ah très bah bon. non. Oui. Basketballistiquement parlant, il faut générer des lancers francs. Donc, quand je vois les Lakers caracoler en tête, j'ai aussi, alors effectivement, c'est une blague, mais j'ai aussi quand même, je dois saluer quand même la faculté des Lakers d'avoir rassemblé des joueurs qui sont capables collectivement de générer autant de paniers faciles, puisque le lancer franc est le panier le plus facile de la ligue. Donc, c'est une donnée qui est quand même importante. Et c'est un award qui aura son importance dans la course en NBA. On va passer au cinquième award de la soirée, l'avant-dernier sur les awards collectifs, le Slam Jam Award, qui porte très bien son nom puisque c'est l'équipe qui va générer le plus de dunks dans la saison, qui va le plus finir en trombe au cercle.
Tom, tu penses à qui, là, tout de suite, maintenant? Pour le coup, je pense à Minnesota. En fait, je pense à Minnesota tout simplement parce que, alors déjà, ils ont Rudy Gobert, faut le mettre haut aussi dans les classements des meilleurs dunkers, parce qu'il dunk quand même pas mal, Rudy Gobert, mais c'est une équipe qui est hyper physique et très athlétique. Tu vois, par exemple, ils ont récupéré Julius Randle qui est très athlétique, DiVincenzo, il peut monter aussi, Anthony Edwards, bon, on va pas le présenter Ça compte pas. dans le registre. Ils ont Shannon Junior aussi qui monte pas mal, Josh Minot qui est très athlétique. Donc je trouve que c'est une équipe qui est vraiment très 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 athlétique et qui pourra justement aller à ce classement, aller haut en fait dans ce classement des dunks, même s'ils ont quand même Mike Conley, Joe Ingles qui vont pas, qui risquent pas de dunker. Non, clairement, clairement, eux vont rester, ils vont rester dans le parquet. Matt, tu as qui sur ce Slam Jam Award? Moi, j'ai mis les Lakers. J'ai mis les Ouais. Lakers parce que, bah, comme vous disiez tout à l'heure, pour les lancers francs, c'est une équipe qui va beaucoup en fait dans la raquette. Et en plus aussi, c'est une Mhm. équipe qui génère énormément de transitions avec LeBron James qui est toujours un super moteur de transition. Et même si on sait, bah, il est plus dans ses années à Miami, mais bon, il est toujours capable de dunker, hein. Et puis, bah, Anthony Davis, pareil, envoyé sur alley-oop. Donc, ouais, je les vois bien être dans les premiers, ouais. Oui, clairement, Lakers et Minnesota, il y a du matos, il y a du matos, il y a du matos athlétique et puis il y a des lignes de drive qui sont bien ouvertes pour le faire. Ma question sur Minnesota, c'est quand même que la présence de Julius Randle va peut-être un peu plus bloquer la raquette pour les drives, C'est donc vrai. il va falloir voir comment Finch va se débrouiller pour créer des lignes de drive au moins autant présentes, parce qu'Anthony Edwards en a besoin pour scorer et pour surtout augmenter son efficacité, ce qui est toujours clé avec lui, hein, sur sa 4e saison, je crois, sur cette saison Sa 24-25. cinquième, ça va être sa C'est cinquième. 5e, donc il faut vraiment, là maintenant qu'on dépasse qu'on arrive au 102, 103 d'efficacité quand même, c'est le moment pour lui et pour son équipe. Moi, je vais mettre Memphis, Ok. simplement parce que Ja Morant est de retour et qu'il adore ça et que et c'est une de ses forces. Et puis on a quand même Zach Edey qui a une présence au cercle importante et on a Jaren Jackson Jr. qui lui aussi a une présence au cercle importante. Donc je vois bien Memphis dunker beaucoup. Après, disons que je pense que des 3 pronostics qu'on propose, Memphis est sans doute le plus gros inconnu, puisque finalement, entre le retour de Ja dans un effectif qui a beaucoup bougé depuis qu'il a été absent et l'arrivée de Zach Edey, dont on a seulement vu les matchs de pré-saison, là je lance un gamble, un gamble pour vraiment décrocher le plus de points si on devait mettre des points aux réponses aux questions, quoi. Mais Ouais, ça se tente puisque en fait globalement quand tu regardes l'équipe de Memphis depuis la draft de Ja Morant sur toutes les années dans la ligue ils ont toujours fini premier au point dans la raquette à part l'an Hmm. dernier où ils étaient 29e. On se demande pourquoi, on se ouais. demande ce qui s'est passé. On se demande ce qui s'est passé. Donc potentiellement oui, potentiellement ça peut se tenir notamment même Brandon Clark aussi Oui, qui est absolument. pas mal dans ce registre là. Oui, absolument. J'ai un dark horse à vous proposer. On pense quoi de San Antonio? Chris Paul, Ah, Wembanyama. Si Ouais. Chris Paul est à 8 passes par match et qu'il y en a 7 qui sont en lob, Bah, qu'est-ce qu'on ouais, en si t'as pense? juste Wembanyama, ouais, mais le reste, ça me paraît. Parce que Devin C'est vrai que le Vassell, il reste a va moins d'accès pas au trop cercle. dunk. Chris Paul, j'en parle même pas, il y va plus. Ouais, j'ai un peu du mal à. Ouais, il y a Wembanyama, mais c'est tout, quoi. et puis historiquement, tu vois, Matt, tu parlais dans ta prise de parole, tu as parlé justement de la notion de transition par rapport aux Lakers. On sait que historiquement, les équipes de Chris Paul jouent très très peu de transition. Historiquement, quand Chris Paul est dans une équipe, la fréquence de transition chute drastiquement. Est-ce que, deuxième dark horse à vous proposer, les Pacers? Ah oui, 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 Ouais. oui, why Bah, not? Why not? ouais, jeu rapide, Il transition faudra aussi, voir ça combien. fait sens. Ouais, exactement. Et puis ils ont du matériel. Ils ont évidemment Obi Toppin qui est un super dunker, mais ils ont aussi Pascal Siakam. Il va falloir voir à quel point Pascal Siakam veut vraiment se rapprocher du cercle, parce que ce gars a aussi un jeu un peu à mi-distance. Il est tellement capable de choses. Mais voilà, il va falloir voir comment les Pacers se comportent sur cet aspect-là. Mais tout à fait possible qu'on ait une équipe très fun à voir du côté des dunks, surtout si Tyrese continue à être un passeur
incroyable comme il est, quoi. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez considéré un moment les Pelicans? Ouais, j'y ai un petit peu pensé, ouais. J'ai un petit Non. peu pensé. Moi, j'ai pas pensé. Moi, j'ai pas pensé du tout. J'avoue que j'ai pas pensé du tout, mais je sais plus si j'en avais parlé en preview des Pelicans, mais j'ai du mal à enlever le brouillard qui sépare ma vision des Pelicans eux-mêmes. Et j'avoue que là-dessus, j'y vais avec beaucoup d'humilité sur le sujet Pelicans de manière générale, mais j'ai l'impression qu'il me manque beaucoup de données. Et j'ai juste hâte de voir les 20 premiers matchs de cette équipe parce que je pense que ça va révéler beaucoup de choses. Et notamment des choix forts qui ont été faits, comme par Et, exemple ne et, pas avoir de pivot. et dernière question toujours sur cette award-là. Que pensez-vous de Dallas? On en a parlé par exemple sur la 6 percentage, mais on sait que voilà, Luka Doncic c'est l'un des meilleurs joueurs peut-être pour envoyer des lobes. Il a de bonnes cibles avec notamment Gafford et Lively. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se mêler un peu à la lutte pour ce trophée-là? Moi, je pense qu'ils peuvent se mêler à la lutte, mais je pense qu'ils seront en retrait, ils seront 3 ou 4e ou 2 ou Ouais, 3e, tu vois, ils seront un peu derrière, Hmm. simplement parce qu'ils ont Derrick Jones Jr. qui est parti, ils ont des joueurs comme ça qui sont plus là. Euh, mais oui, après, tu sais, dans une équipe enfin, moi, Gafford et Lively, je trouve que c'est une rotation au poste 5 qui est, pour le coup, sur l'attaque de cercle, qui est vraiment très intéressante. Donc oui, clairement, tu me dis Dallas, ils sont deuxième à la fin de la saison. Je suis pas surpris, quoi. Matt, t'en penses quoi de ça, de Ouais, Dallas? c'est vrai. Bah, Minnesota s'en souvient encore, hein, des cibles sur alley-oop de Lively et Gafford. Mais ouais, c'est plus le jeu de Doncic, tu sais, qui est vachement. Il aime bien un peu ces short oui, mi-distance, là, tout ça. Je pense oui. que vu qu'il va pas mal jouer là-dessus, je pense que ça peut faire baisser le compteur. On passe à l'award suivant, les enfants? Let's go. On est sur l'award le plus drôle de la soirée. C'est le Bruno Le Maire Award, l'équipe au plus gros déficit creusé dans la ligue à 3 points. Donc celle qui en met le moins et qui en encaisse le plus. On appelle ça le Bruno Le Maire Award. Qui vous voyez sur ce Bruno Le Maire Award? Moi, je mets une pièce sur les Bulls. J'ai pas Aïe. l'impression que le Chicago ait le matériel pour envoyer énormément de 3 points et en mettre beaucoup. Et en plus, j'ai l'impression que la perte de Caruso remplacée par Josh Giddey numériquement dans le 5 majeur, euh, j'ai l'impression que tu perds quand même beaucoup de défense extérieure et notamment de dissuasion extérieure. Donc, donc voilà, tu perds aussi de la taille avec le départ de DeMar DeRozan. Kobe White, Zach LaVine, c'est pas connu pour être des monstres de défense extérieure. Donc je mets une bille sur les Bulls. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi j'avais pensé à eux, mais je me suis dit ils ont perdu Demar DeRozan qui est un des joueurs à haut volume et à haut usage qui en prenait le moins. On aura probablement une bonne saison de Zach LaVine ou une saison peut-être complète de Zach LaVine qui va, je pense, tirer un petit peu plus à 3 points. On aura aussi peut-être le retour de Lonzo Ball. On sait que c'est un joueur un peu dans ce rôle de connecteur 3&D plus. Donc je me dis que alors peut-être qu'ils vont pas, peut-être qu'ils vont en prendre, mais je pense qu'ils vont en mettre aussi pas mal par rapport à la façon dont l'équipe va être constituée. Et je me dis, moi je suis plutôt parti pour plutôt sur Toronto. Sur Toronto, où j'ai énormément de doutes par rapport au shooting de cette équipe. Matt, d'ailleurs, t'as fait un très bon trade justement pour saluer le jeu collectif de cette équipe et autour de Scottie Barnes. Mais moi, je suis assez dubitatif en fait sur les capacités de cette équipe-là déjà à prendre des 3 points et je pense que c'est une équipe qui aura aussi des difficultés à ne pas en encaisser. L'an dernier, je vois ils étaient quatrième sur ce classement du déficit et je pense que ça peut encore se creuser cette année parce que je les vois pas en prendre beaucoup. Matt, quelle est ton équipe? Ouais, moi, en fait, j'ai pensé à eux direct, j'ai mis les Pelicans. Tout de suite, j'ai mis Ouais. eux parce qu'en fait, quand tu regardes le classement de la saison dernière, ils étaient avant. En fait, c'était il y a Chicago qui est le plus de 3 points en fréquence et juste avant, tu avais les Pelicans. Mais en fait, c'est dû à leur schéma tout simplement parce que ils sont hyper agressifs. À peine il y a un joueur qui rentre dans la raquette, et bien il y a directement un ailier qui est côté faible qui vient aider. Et ce qui fait que bah du coup forcément, un peu comme Milwaukee à l'époque là où il y avait Bud, bah forcément t'encaisses des 3 points. C'est le schéma qui veut ça. Et après de l'autre côté,
Bah, j'ai envie de dire avec tous les joueurs maintenant qu'ils ont entre Ingram, entre Zion, ils ont ramené Dejounte Murray, ça fait beaucoup de joueurs qui sont pas trop enclins à prendre des 3 points, donc je les vois bien être dans l'équipe ouais, qui en encaisse le plus et qui en prend le moins. Donc Bulls, Raptors et Matt, les Pelicans pour le Bruno Le Maire Awards. L'an dernier, ils étaient 6e. Ça, ça- ça, à mon avis, ça va être une lutte terrible. Tout simplement parce que je pense que Boston, la saison passée, a déverrouillé quelque chose qui est une envie chez de nombreuses équipes d'augmenter drastiquement le volume à 3 points. On l'a vu avec honnêtement plein d'équipes sur la pré-saison, mais Ouais, c'est la pré-saison, on sait. Hein. c'est la pré-saison. C'est ça. C'est la pré-saison. Ne tirons Ouais. pas de conclusion, mais je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'équipes qui vont être au-dessus des 40 tirs à 3 points pris par match. Et du coup, forcément, celles qui ont moins les capacités de défendre ces shoots à 3 points vont forcément en encaisser beaucoup plus par strict mécanique. Par mécanique, Donc, ouais, mathématiquement. je pense on va atteindre des records sur les deux côtés de l'échiquier. Il y a vraiment des équipes qui vont prendre des tolls. Et à mon avis, ça va être intéressant aussi de surveiller à quel point les écarts types, en tout cas non, pas les écarts types, mais les écarts de points, justement à cause de cette augmentation du volume général des 3 points, à mon avis, hein, c'est une prédiction, mais sur la saison prochaine, et du coup des points encaissés, il est possible qu'on ait des net ratings un peu plus étendus entre le top et par exemple sur exactement, sur le déficit. Tu vois, par exemple, tu vois, quand j'ai fait le classement, et en regardant par exemple l'an dernier, les Bulls étaient premiers, ils étaient à moins 765 points. Concédé sur la ligne à 3 points. Sur une saison, c'est énorme. Quoi. Sur le déficit, ouais, c'était à moins 765. Les Lakers, c'était deuxième à moins 603. Et les Raptors étaient troisième à moins 734. Ça veut dire points que les Bulls, sur la ligne à 3 points. Ouais. Les Bulls, par match, partaient avec moins 8 points juste sur les shoots à 3 points. C'est ça. Mais c'est énorme. C'est énorme. En moyenne. Sur les shoots à 3 points seulement. C'est terrible, terrible, terrible. Passons aux récompenses individuelles pour ne pas enterrer trop la fanbase des Bulls. Et on salue évidemment Adrien. On va passer au trophée individuel, les amis, après avoir clôturé ce chapitre des 6 awards collectifs. Le premier award individuel, c'est le David West Award. Est-ce que tu peux nous expliquer cet award, Tom, puisque c'est toi qui l'as proposé? Il y a peut-être des gens qui écoutent Dunk Hebdo qui ne savent pas vraiment qui est David West. Donc, c'est toujours important de rappeler qui sont ces légendes de la NBA. C'est ça. Alors, David West, c'était un All-Star dans les années 2000-2010, qui a été All-Star de mémoire avec Chris Paul à la Nouvelle-Orléans, qui a fait un long passage à Indiana et qui était parti aux Spurs. Et pourquoi il rentre pourquoi j'ai voulu nommer ce contrat-là, cette award par rapport à ce contrat-là, c'est que c'est quelqu'un qui a refusé justement sa player option aux Spurs pour signer au minimum aux Warriors avec Kevin Durant. Voilà. C'est ça. Donc non seulement ils ont récupéré Kevin Durant, mais ils ont aussi récupéré David West au contrat minimum pendant la même intersaison, histoire de bien entrer la ligue. Et pour moi, ça m'avait marqué parce que pour moi, c'était vraiment l'un des meilleurs joueurs au minimum que j'avais pu voir, en tout cas pour sa première année qu'il a fait. C'était l'un des meilleurs joueurs au minimum que j'ai pu voir depuis très, 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 très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai voulu nommer cet award après lui. Ouais, un super joueur des années, ça doit être la fin des années 2010. Ouais, c'est ça. Fin des années 2000, même fin des années 2000, hein. Je crois que c'est oui, absolument. Début 2010, avec la. Je me demande s'il est pas drafté l'année après Boris Dio ou dans ce genre de draft-là. Je crois qu'il est draft de 2003 aussi, hein. Ouais, David West. De Roy Hibbert, Paul George, etc. Si je me trompe pas, hein, c'est cette génération-là. Et puis ensuite, effectivement, ça va chercher la bague après un passage aux Spurs, ça va chercher la bague Kevin Durant aux Warriors. Joueur, moi, que j'ai adoré, et je trouve que cet award porte un très joli nom. Je vais demander à Matt ce qu'il en pense. À qui tu le donnes, ce David West Award? Je sais pas si c'est bon ce que j'ai pris. Moi, en fait, je suis allé voir, j'ai pris la valeur du contrat, j'ai pris Keon Ellis parce qu'il a un valeur d'un contrat minimum, mais je sais pas si en fait je sais pas si c'est éligible, mais en tout cas, bon,
J'ai pris lui parce qu'en fait, il a pris en fait les minutes. Enfin, la saison dernière, en fait, il a pris un vrai rôle de titulaire dans l'attaque des Kings pour sa défense, tout simplement. Et je le vois encore avoir un vrai rôle sûrement la saison prochaine. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est vrai que du coup, vu je crois que c'est un undrafted, du coup, je sais pas si c'est bon en termes d'éligibilité. Allez, on peut te le compter, on peut te l'accorder. C'était pas forcément l'esprit mais on peut te l'accorder parce que techniquement, il est sur un contrat minimum. Ouais, c'est ça. Il est Ouais, techniquement Techniquement, sur. il est sur un contrat Mais minimum. ça reste un rookie, mais undrafted, donc c'est du contrat ouais, c'est minimum, ça. effectivement. Tom, t'as qui? Moi, j'ai pensé à deux joueurs. J'ai pensé à Tyus Jones. Ah, merci. Hmm. J'étais là, j'ai pas me laisser tout seul quand même. T'as J'ai pensé à pensé, Tyus Jones ouais, j'ai et pensé à Tyus Jones et j'ai pensé à Kyle Lowry. Ouais, Kyle Lowry j'ai pensé aussi, ouais. aussi, mais je pense que je vais plus partir sur Tyus Jones parce que je pense qu'il aura un plus gros rôle. oui, je te rejoins sur Tyus Jones. Alors, on va peut-être faire une petite mention à Kyle Lowry. Kyle Lowry est loin d'être un joueur cramé. Alors, peut-être pas loin. Il doit lui rester 1 ou 2 saisons dans les pattes. Mais c'est un joueur qui a un apport par son intelligence sur le terrain qui est encore vraiment valuable pour des équipes. Et c'est pour ça, si je ne me trompe pas, il est aux Sixers, hein. C'est pour ça qu'il est dans une équipe qui a des ambitions et qu'il est remplaçant d'un titulaire. Il n'est pas troisième ou quatrième option sur son poste. Notamment sur le capitanat défensif, l'encadrement des joueurs dans les vestiaires, etc. Et le playmaking en attaque. C'est toujours un joueur qui est capable aussi de tirer de loin avec une adresse très correcte. Donc Kyle Lowry, big up, évidemment. Très très bonne signature pour Philadelphie et très bon backup meneur. Tyus Jones est titulaire sur un contrat minimum aux Phoenix Suns, alors qu'on parle d'un joueur qui est un des joueurs les plus propres de la ligue, voire le joueur le plus propre de la ligue avec son remplaçant Monte Morris. Et clairement, bon, toute la team USA cet été aux Olympiades de Paris s'est accordée pour dire que c'était du vol, que Phoenix avait volé Tyus Jones au reste de la ligue. C'est clairement un joueur qui peut prétendre à un contrat beaucoup plus gros, là où peut-être Kyle Lowry ne peut pas vraiment par son statut de joueur relativement vieux, avec une carrière très avancée et finissante. Tyus Jones, c'est sa 10e année, il rentre dans son prime. On sait exactement ce qu'il va avoir, il y a peu de risques. Notamment sur les blessures, etc. Et c'est un joueur qui est à la fois confirmé, mais qui en même temps a encore des axes de progression. Je pense qu'effectivement, pour moi, c'est celui qui se place le plus logiquement sur cet award de David West, même si effectivement, Kyle Lowry, c'est un bon dark horse dans le genre. Bah, après, j'avais considéré juste deux autres joueurs. J'avais considéré justement la doublette des Bucks en la personne de Gary Trent Jr. qui est au minimum, hein, qui est assez étonnant de l'avoir trouvé, de l'avoir Oui, c'est récupéré au vrai, ouais. minimum, hein, Gary Trent Jr. Et aussi, j'oublie son prénom. Dis-le non. Dylan C'est Wright, pas non, c'est pas Lillard, c'est ça? sûr. Voilà, Dylan Wright. Dylan Dylan Wright. Wright. Voilà, Dylan Wright moi c'est un joueur que j'aime, c'est un joueur que j'aime beaucoup qui justement pourrait qui est intéressant des deux côtés du terrain. Alors oui, il y a peut-être pas le côté shooting, mais qui je pense que c'est quand même quelqu'un qui a une valeur pour moi un peu plus haute que ça et qui peut justement avoir vraiment une importance dans peut-être potentiellement dans des joutes de playoff quoi. C'est un joueur encore un two-way player je trouve. Donc voilà, je le considérerais aussi. Bah, c'est Dylan Wright, c'est pour moi l'emblème, ou en tout cas un des emblèmes dans la NBA, des gens qui sont indéboulonnables dans le top 8 des rotations d'une équipe NBA qui a des ambitions. C'est un joueur, tu sais que quand tu l'as dans ton effectif, tu vas pouvoir le faire jouer en playoff et il sera la 7e, 8e rotation de ton équipe. C'est pas le 6e homme, mais 7e, 8e ou 9e rotation d'une équipe, il n'y a aucun problème. Et clairement, les Bucks, ils ont un joueur hyper intéressant en la présence de Dylan Wright. Et je me souviens, Tom, qu'à l'époque où je me posais des questions sur les meneurs à ramener éventuellement aux Suns, tu m'avais dit Dylan Wright, très bonne option, regarde un peu. J'avais Mm. regardé et donc j'abonde dans ton sens. On va passer à l'award suivant, les amis. On va passer au Machete Award, donc l'award de la machette de la NBA. Le joueur qui va faire le plus de fautes cette saison. Tom, quel est le nom qui te vient en premier quand on parle de fautes? Jaren Jackson Jr. Mais ça, Enfin, moi ça, c'est un personnellement, traumatisme. voilà, Ouais. personnellement. Mais
pour le coup, je l'ai pas considéré pour l'Award parce que je pense qu'il va peut-être être juste en termes de match. Mais je pense Aaron Nesmith, il était déjà très haut l'an dernier. On sait que sur le point d'attaque, il n'y a pas énormément de solutions du côté des Pacers. C'est souvent lui qui part justement à la machette. Ah ouais, ouais. Donc, pour le coup, je pense que voilà, pour moi, c'est lui qui va faire le plus de votes, sachant que c'est un joueur qui, en tout cas dans l'équipe dans laquelle il y a personne d'autre vraiment dans son style de jeu dans cette équipe des Pacers. C'est le seul un peu joueur qui joue comme ça. C'est vrai, oui, beaucoup d'énergie défensive, parfois un tout petit peu trop. C'est un joueur qui pêche par le trop, ce qui est plutôt un avantage parce qu'il vaut mieux se calmer que de devoir produire plus d'énergie. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Et c'est ce qu'on souhaite aux Pacers, c'est d'avoir un Aaron Smith qui prend un petit peu en sagesse, qui se calme un peu en défense et qui fait des choix un petit peu plus mesurés en tout cas. Matt, tu as qui en tête en termes de volume de fautes sur la saison? Ouais, moi bah c'est vrai que Jaren Jackson, j'y avais pensé, mais je pensais que vous alliez le mettre. Mais moi j'ai pris Kelly Oubre, qui fait aussi beaucoup de fautes du côté des Sixers. Moi c'est un truc qui m'a un peu frustré avec lui, sachant que bah il a été récupéré. Moi j'étais en plus très dubitatif sur son arrivée, mais il faut reconnaître que défensivement j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne saison. Il a beaucoup défendu le point d'attaque et Nick Nurse l'a beaucoup mis dans ce rôle-là et je pense que ça va être encore le cas la saison prochaine. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait comme faute? C'est un peu un gros défaut, je trouve, dans son jeu où en fait il est trop agressif, quoi. Il est trop agressif et des fois, je pense qu'il se laisse emporter un peu et puis à chaque fois, c'est au lieu de laisser le joueur des fois passer, tu sens qu'il est battu, mais en fait, il va quand même essayer de contrer le joueur et souvent ça fait un N1 ou ça fait une faute et voilà, quoi. Moi, je vais mettre. Alors, j'hésite parce que j'avais aussi Aaron Nesmith, parce que Ouais. j'ai pas mal suivi les Pacers la saison dernière et c'est un joueur que j'adore, mais sur lequel je suis de bonne foi. Donc, il y a certains joueurs où je suis d'un peu moins bonne foi, mais sur Nesmith, je suis de bonne foi et du coup, j'allais effectivement le mettre parmi mes favoris au titre. Je pense que, en tout cas, c'est ce que je souhaite à Memphis, c'est d'avoir Jaren Jackson Jr. qui joue un maximum de matchs et du coup, je vais le prendre parce que euh, pour moi, ce sera lui ou ce sera, et du coup, deuxième choix, Karl Anthony Towns, qui fait beaucoup de fautes, Oui, c'est qui vrai. est Les toujours fautes en offensives surtout. difficulté sur. Voilà, exactement. Et je pense qu'il il va avoir des responsabilités offensives, je pense, assez grandes du côté de New York parce qu'il va falloir alléger peut-être un peu Jalen Brunson pour moins être cramé en playoff. Même si le foncier de Jalen Brunson est absolument incroyable sous l'entraînement de Thibodeau, c'est vraiment hallucinant. Mais, euh, mais voilà, je vois soit l'un soit l'autre. Je vais pencher pour Jaren Jackson Jr. juste parce que franchement, Memphis mérite une saison avec tout le monde en santé. Et nous aussi, les fans de NBA, on mérite une saison de Memphis en santé parce que Memphis est vraiment une équipe fun. Et je dis pas ça parce que tu es là, Tom, mais Memphis est vraiment une équipe fun à regarder jouer. Donc voilà, Jaren Jackson Jr., tu nous fais un max de fautes, mais t'en fais juste 5. Juste 5, comme ça tu restes sur le terrain et tu te blesses pas trop. Mais 4 à mon avis en embuscade. 4 sérieusement en Ouais. embuscade. D'ailleurs, quand on regarde le classement de l'an dernier, le premier, c'est Yusuf Nurkic, avec 254 Ouais. fautes. T'as Sabonis deuxième et Jordan Poole troisième. Ouais, mais Ouais. Et attends, t'avais Dylan Brooks et Aaron Nesmith quatrième et cinquième ex aequo. Jordan Poole, on est d'accord, il a saboté sa saison. On peut pas prendre ses statistiques. Moi, j'enlève ses statistiques de 2023-2024. Elles ne comptent pas pour moi. J'espère qu'il se sentira mieux dans l'équipe des Wizards. Pour faire une petite parenthèse, Jordan Poole, j'espère qu'il se sentira mieux dans cette équipe et dans cette ville cette saison. C'est un joueur qui en a quand même un peu sous les pédales, donc qui est capable quand même d'avoir un rendement. Voilà, j'espère que ça ira mieux pour lui parce que la saison dernière, vraiment, ça faisait surtout de la peine, quoi. Ouais, ça faisait vraiment de la peine. On va passer au Udonis Award, évidemment en hommage à Udonis Haslem, sans doute le joueur qui a eu le moins de minutes et en même temps le plus d'importance dans le vestiaire, et c'est ce qui doit résumer cet award, puisqu'il s'agit du cadre d'équipe avec le moins de minutes jouées, mais qui est quand même important dans une équipe. On pense aussi à Nick Collison, qui a fait les grandes années de Oklahoma City et de Seattle juste avant, mais qui lui jouait un peu plus quand même que Udonis Haslem sur la fin de carrière. Vous pensez à qui, les gars? Moi, honnêtement, je pense à Damion Lee,
qui est un Hmm. cadre dans le vestiaire des Suns, vraiment pour le coup un cadre, et qui, à mon avis, va pas craquer la rotation des Suns cette saison, ou alors très peu. Je le vois pas avoir beaucoup de minutes parce que les rookies sont tellement bons que, à mon avis, ils vont récupérer un certain nombre de minutes, notamment sur celle de Josh Okogie et de Damian Lee. Donc, je mets Damian Lee en tête de cet award cette saison. Vous pensez à qui? C'est un award qu'on a souvent envie de donner à des gens de son équipe parce qu'on sait qui est le 14, 15e joueur qui est là depuis 20 ans et qui fait le boulot dans le vestiaire. Mais vous pensez à qui? Matt, tu penses à qui? Alors moi j'ai mis Taj Gibson qui joue du côté des Hornets parce que c'est quand Il est je les ai encore vus là. là. Ouais, Incroyable. je l'ai vu jouer en fait, c'est quand je regardais par hasard un match de Hornets, je l'ai vu sur le terrain, j'ai dit ah oui mais il est encore là Taj Gibson. Donc je me suis dit il est parfait pour lui ce trophée. Parce qu'en plus sachant que Ouais. c'est une équipe qui va faire jouer ses jeunes, il y a moyen qu'il soit là juste pour le vestiaire et puis faire du mentoring et tout ça quoi. Oui, Ouais, c'est ça. Taj Gibson, il est là pour effectivement mentorer et puis pour faire le minimum salarial, pour faire le plancher salarial. C'est les Wizards, hein, c'est ça? Non, Non non les il est Hornets. au Hornets. Il est aux Ouais, le Hornets. Hornets. Ah Il est au là Ouais là. Hornets, ouais. ouais. Il est aux Hornets, incroyable. Je crois qu'il Limite aura pour fait toutes troller, ils les auraient dû équipes. peut-être le glisser pour troller, ils auraient peut-être dû le glisser dans le trade, justement pour aller au Knicks sous Thibodeau. Ouais, Ça ça aurait aurait été été marrant. extrêmement drôle. Tom, tu penses à qui pour ce award? Alors moi, je pense à Garrett Temple. Garrett Temple qui est un joueur qui est à Toronto, justement, qui avait déjà ce rôle dans le vestiaire quand il était aux Pelicans, qui est arrivé après à Toronto et qui est là depuis quelques années au contrat minimum, qui joue peu de matchs, qui joue quelques minutes en fin de saison ou sinon quand il y a trop de blessés, mais c'est vraiment le gars en fin de carrière, le bon vétéran qui a roulé sa bosse à NBA, qui est là pour faire de l'encadrement. C'est un award qu'on aurait pu aussi appeler le Vince Carter Award si Vince Carter avait été moins connu pour ses dunks et son attaque prolifique en NBA. Mhm. Mais clairement, c'est aussi le rôle qu'a tenu Vince Carter pendant quelques saisons, un peu partout où il est passé, sur au Oui. moins les 5 dernières années de sa carrière, à partir des Suns, j'ai envie de dire, même s'il était encore titulaire Il était aux encore Suns. bon, enfin Ouais, encore ouais, un peu ouais, bon, ouais. ouais. Mais je trouve que après cette séquence Suns, quand il Oui. est parti, je crois qu'il fait une bonne. C'est après ou avant Dallas, je me souviens plus. J'ai une très mauvaise mémoire hein, pour info. Je crois qu'il fait Dallas, Memphis, Suns. Suns, Et après, et c'est après il parti. va à Atlanta, je Après, il va à crois. Atlanta. Et là, il embrasse son rôle de mentor, parce qu'il doit avoir 37 ou 38 ans. Il embrasse son rôle de mentor. Et c'est évidemment pas un award qu'on peut donner à LeBron James, qui est le joueur le plus vieux de la ligue, Non. mais qui est toujours à 35 minutes par match ou à 30 minutes par match. On va passer à l'award suivant. C'est le Top 15 Award, donc le top 15. Pourquoi ce top 15? Simplement parce que ça concerne les All NBA Teams, non pas les All Defensive, mais les All NBA Teams. Et il y en a 3 fois 5 joueurs. Donc top 15 joueurs de la ligue. All NBA, pour la première fois, quel joueur? Matt, tu penses à qui? Bah, j'ai mis Jalen Williams. Franchement, j'ai pas trop Ah hésité. ouais. J'ai pas trop hésité parce que ouais, je le vois bien. Moi, c'est un joueur que j'adore, hein, qui a vraiment en plus qui a quand même pas mal explosé cette saison. Bah, en fait, ce qui lui manque un peu, c'est l'usage parce que tu regardes l'efficacité, toute la palette de son jeu, il l'a. Ce qui lui manque, c'est du volume. Et s'il a l'occasion, ce qu'il pourrait avoir hein, dans l'équipe d'OKC, pourquoi pas avoir un peu plus de volume. Je le vois bien aller, pourquoi pas gratter un top 15, sachant que, ouais, comme je disais, il a tout. Il a la protection secondaire, la défense est là, il y a un peu de playmaking. Il a vraiment en fait tout le packaging, je trouve, pour aller en haut. En fait. Peut-être top 15, pour la saison prochaine, c'est un peu trop, mais pourquoi pas, franchement. En tout cas, dans sa carrière, je vois bien même aller gratter le top 10 à un moment donné. Tu penses à qui, toi, Tom? Ah, peut-être que mon micro est débranché. Non, c'est bon. Tu penses à qui, Tom? Alors moi, ça m'a étonné en fait en faisant mes recherches que ce joueur-là n'a jamais été All NBA. Moi, je pense à Bam Adebayo. Ah Bam là là, j'ai Adebayo le même que toi. il a jamais été All NBA. Ouais. Ouais. Et je me dis, c'est bizarre. Alors, il a jamais été défenseur de l'année non plus, alors qu'il est il est dans le top 5 depuis 5 ans. Il a jamais été défenseur de l'année. Et pareil pour le NBA, j'étais très surpris de voir que Bam Adebayo n'avait jamais été All NBA. Donc, je me dis, ça, c'est peut-être l'année de la consécration pour lui,
où il sera peut-être remis entre guillemets au centre du projet. On l'a vu en pré-saison qui commence à tirer à 3 points, en tout cas dans les coins. Donc ça peut déverrouiller quelque chose de plus, non seulement dans son attaque, mais aussi dans la façon dont Expulstra aura de l'utiliser et dans le spacing aussi qu'il peut y avoir sur le terrain quand il sera là. Et ça peut amener notamment une grosse diversité, une grosse gravité quand il y aura justement des mains à main avec Duncan Robinson. Si lui, par exemple, il peut faire du pick and pop, il peut faire des trucs comme ça. Donc je trouve que c'est peut-être l'année ou jamais pour lui d'être All-NBA avant que Victor s'installe. Ouais, oui. Ben, moi, j'ai le même que toi, Tom, et pour toutes les raisons que tu as dites, du coup, Ouais. je vais pas les redire, mais je vais juste dire un truc auquel je pensais quand quand j'ai fait la même conclusion que toi, c'est-à-dire que Bam Adebayo n'avait jamais été All-NBA. En fait, j'imagine Bam Adebayo partir à la retraite sans forcément avoir pris un titre, parce que Miami est pas dans une position aujourd'hui où ils sont dans les contenders principaux, où Bam Adebayo n'a pas été All-NBA, où il n'a pas été Deep Boy non plus, et en fait, comment vont se souvenir les générations prochaines, donc ceux qui vont avoir 30 ans dans 30 ans, comment ces gens-là vont se souvenir de Bam Adebayo quand ils vont regarder sur Basketball Référence, mais c'est qui ce joueur, tu vois, comment on va s'en souvenir, et en fait, je trouve que c'est un joueur qui mériterait largement d'avoir une récompense individuelle, tant son apport dans la ligue, dans son équipe, sa valeur sur le terrain est importante. C'est un titulaire Team USA qui a quasiment été indéboulonnable de tout le tournoi et qui a été vraiment pour le coup précieux dans le système de Kerr, et c'est pas pour une fausse raison, quoi. C'est pas parce qu'il y avait personne d'autre, c'est vraiment parce que c'est un joueur qui est phénoménal, quoi. Il est phénoménal, ouais. Et il est vraiment phénoménal. J'irais même jusqu'à dire que pour son gabarit, etc., son talent sur le terrain, la valeur de son talent est générationnelle. On a peu de joueurs qui sont capables de produire autant de valeur sur le terrain dans cette génération-là. Et j'ai l'impression que dans le contexte de Miami, où la marque de fabrique Miami est très mise en valeur, où les role-players sont presque plus des stars parce qu'on parle de la manière dont ils sont mis en lumière par Spoelstra et par la franchise, par la présence de Pat Riley aussi, et puis la présence de Jimmy Butler et évidemment d'Eric Spoelstra. J'ai l'impression que presque ça lui enlève de la lumière, et ça enlève de la lumière sur son talent, alors que c'est vraiment un joueur. Enfin, moi, All-NBA, tu me dis, Bam Adebayo, il a déjà été All-NBA, je te dis, oh, oui, je pense au moins 2 fois. Mais en fait, non. Donc, Bam Adebayo, parce que justice doit être rendue à Bam. Justice pour Bam, et clairement, non, clairement, Bam Adebayo l'an prochain. L'an prochain, ouais, pour moi, c'est Bam. Je peux en mettre un aussi sur Karl Anthony Towns, qui peut trouver encore davantage son jeu offensif dans l'attaque des Knicks, et qui du coup peut, si les Knicks font une très bonne saison, peut choper une troisième team par exemple. Mais il a déjà été en All-NBA. Il a déjà été All-NBA, je suis pas certain. Oui, il a déjà été All-NBA parce qu'il a un contrat Supermax. Ok, alors j'ai rien dit pour Karl Anthony Towns. Tant pis pour toi, Carlito. Ce sera Bam Adebayo. Carlito. Matt, je me souviens plus de ta réponse. Jalen. J'ai dit J-Dub. Ah oui, c'est ça. J'ai dit et pour revenir un peu sur. Ça, c'est un sacré pari, hein, j'aime bien. Ouais, pour revenir sur Bam, là, je suis allé voir par curiosité ce qui me semblait bien, qu'aussi la disponibilité qu'on dit sur le terrain qui est si importante. Tu regardes sur les 5 dernières saisons, il a joué plus de 2000 minutes par match, sauf une où il a joué 1823. Donc c'est énorme en fait. En fait, il est toujours là. Il est toujours là. Et en fait, c'est un truc qui est hyper important. Ouais. Quand tu vois qu'il y a énormément de joueurs qui se blessent, ouais, tu vois, moi, je savais même pas qu'il avait jamais fait de All-NBA. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit si, il en a fait une. Ouais, c'est ça. Mais c'est un joueur qui peut en profiter justement de sa disponibilité, parce que c'est une compétence, encore une fois. Comme les lancers francs, c'est une vraie compétence, la disponibilité, mais c'est un joueur qui peut en profiter de la même façon que Sabonis en a profité la saison dernière, puisque Sabonis est dans la 3e All-NBA la saison dernière, et il fait une super saison, et je pense qu'il mérite d'être dans la discussion All-NBA, sinon d'être effectivement dans cette 3e équipe. Mais Bam fait partie de ces joueurs qui pourront en profiter. Je classe personnellement Bam Adebayo un petit peu au-dessus de Domantas Sabonis dans la hiérarchie de tous, je pense. des intérieurs NBA. je ne me permettrai pas de parler à votre place, mais il me semble effectivement que dans les classements des H20 qu'on a fait, c'est le cas. Avec tout le respect que j'ai pour Domantas Sabonis, mais effectivement, Bam Adebayo, All-NBA l'an prochain. Non seulement on prend les paris, mais en plus on espère. On passe à l'award suivant, c'est le Mike Conley Award, le joueur dit sous-coté qu'il n'est plus, parce que tout le monde dit qu'il est sous-coté. Est-ce qu'on pense tous les trois au même nom, oui ou non? Non. Tom, toi, tu penses à qui? Je suis pas sûr, moi. Pour moi, c'est Jalen Williams. Moi, c'est Jalen Williams. Jalen Williams. Jalen Williams. Ok.
tout le monde le voit All NBA, tout le monde le voit potentiellement All Star, tout le monde en fait, c'est-à-dire que il y a, je pense que ça aurait pu être le cas au début de la saison dernière, mais cette saison, je trouve que, enfin en tout cas peut-être dans les podcasts anglophones que j'ai pu écouter, dans certains podcasts francophones, où il y a cette notion de Jalen Williams qui est un joueur entre guillemets sous-coté, ou du moins dont on se rend pas compte à quel point il est bon. Alors c'est vrai, je pense qu'on se rend pas peut-être compte à quel point il est bon par rapport à cette notion de volume. Et quand tu regardes ses stats bruts, tu vois, il est pas encore à 20 points par match, enfin la fameuse barre psychologique des 20 points par match. Donc on prête moins l'œil à l'efficacité avec laquelle il arrive à faire ça, et aussi toute la qualité, notamment sur la qualité offensive, sur tout ce qui est pull-up, et comme tu l'as bien dit, Matt, hein, tout ce qui est sur la notion de défensive. Mais je trouve que c'est pas un joueur qui est sous-coté au final, puisque Mhm. tout le monde le dit. Je te rejoins là-dessus. Je mettrais un petit modulo dans le sens où pour moi c'est un joueur qui est. Enfin, j'ai du mal à dire qu'un joueur qui est post-sophomore, qui est en deuxième ou troisième année, est sous-coté parce que j'estime toujours qu'il faut 4 ou 5 ans aux joueurs pour vraiment montrer toute l'ampleur de leur talent, y compris sur des talents générationnels comme Luka Doncic, puisque Luka, c'est sa sixième ou septième saison dans la ligue, je crois. Et, ça fait bien 3 ans qu'il est dans les discussions MVP. Et avant, il ne l'était pas. Donc, même sur des talents générationnels comme Victor Wembanyama ou Luka Doncic, il faut quand même un petit peu de temps. Et du coup, j'aurais pas choisi ce nom-là. Moi, j'ai tout simplement TJ McConnell, qui est un joueur que j'adore. Je pensais qu'on était unanime sur le sujet, mais il y a clairement d'autres choix qui sont possibles. Mais TJ McConnell, pour moi, c'est le symbole du joueur qui n'est plus sous-coté, simplement parce que déjà, il a un contrat qui est pas si petit que ça. C'est pas un joueur qui est au minimum. C'est un joueur qui a déjà vadrouillé dans la ligue, ou en tout cas qui a de l'expérience dans la ligue, dont la place dans la hiérarchie des Pacers a toujours été euh, solide, bétonné même. Et donc, il y a tellement de gens qui disent TJ McConnell, TJ McConnell, TJ McConnell, que finalement, il y a toujours besoin de dire TJ McConnell parce que joueur phénoménal. Et en plus, on adore TJ McConnell, mais on peut plus dire qu'il est sous-coté. Il est, à mon avis, justement coté, et ce sera important d'en rester là et de pas en faire trop avec TJ McConnell, parce qu'on veut pas de hater de TJ McConnell qui le déteste juste parce qu'il devient surcoté parce que tout le monde en parle, quoi. Matt, Si Jumper. ouais, Matt, tu donnes qui sur le Mike Conley Award? Moi, j'ai mis Jarrett Allen. J'ai mis Jarrett Allen parce que j'ai un peu cette impression. C'est peut-être aussi dû au podcast que j'écoute, qui est un peu influé par ça, où j'entends souvent dire il est sous-coté, il est sous-coté. Mais ce qui est peut-être vrai, mais bon, bah, l'award porte bien son nom. On le dit tellement qu'au final, je pense pas qu'il le soit. Mais c'est peut-être parce que son profil, on a l'impression que c'est juste un rim runner et un protecteur de cercle. Sauf qu'effectivement, c'est un peu plus que ça. Il a un peu ce jeu intermédiaire où il sait un peu mettre ses shoots. Il a ce petit flotteur. Il a aussi un peu de polyvalence défensive parce que je l'ai vu sur certains matchs où carrément il est capable de switcher sur des ailiers ou même Oui, sur certains mobilité. meneurs. Il y a de la Ouais, mobilité, oui. il a de la mobilité plus qu'on ne le croit. Et c'est vrai que au final, c'est un très bon joueur, peut-être effectivement plus que ce qu'on pourrait croire, mais ouais, c'est pour ça que je trouve ce trophée lui va bien. Eh ben, ça, c'est une sélection de joueurs, de joueurs faussement sous-cotés qui est pas mal. Et d'ailleurs, ça ferait un très bon trio dans n'importe quelle équipe NBA, je pense. TJ McCollum, Jalen Williams et, et, Jarrett Allen. Jarrett Allen. Merci beaucoup. On va passer au dernier award, qui est un award culte chez Dunk Hebdo, même si pour Matt et moi, c'est la première fois qu'on va élire quelqu'un à cet award. C'est le IT Award pour Isaiah Thomas, évidemment. Le deuxième du nom, le joueur des Celtics, puis des Cavs. C'est le joueur qui va connaître malheureusement une véritable descente aux enfers. À qui vous pensez? Moi, j'avais noté qu'il fallait que je parle en premier, mais malheureusement, ça me fait trop mal au cœur. Je vais te laisser commencer, Matt, et je prendrai juste après. Je t'en prie. Ouais, je sais pas si je sais pas si tu fais bien. En fait, je savais pas Je te fais trop un qui mettre. cadeau là. C'est ultra provocateur ce que je mets. Je pense que ça C'est correspond pas au dur. trophée. Mais j'ai mis Kawhi Leonard. Mais c'est pas pour Ah, dire c'est dur, qu'il va ouais. plus aller dans Ouais. la ligue. Mais en fait, c'est plus un Mm. prétexte pour dire. En fait, pour moi, c'est plus pour faire un Les package de blessures. Kawhi plus aussi le projet Clippers où j'ai l'impression qu'il est en train de voler en éclats là de mois en mois. Bah, et on le sait, ils ont perdu Paul George durant l'été.
Et puis bah maintenant, Kawhi Leonard déjà qui s'était blessé pendant les playoffs, là ils disent carrément il est indisponible. Et en plus à chaque fois avec Kawhi Leonard c'était indisponible, mais en plus t'as jamais de timeline, c'est toujours je suis indisponible mais je sais pas quand je vais revenir. Donc là en fait ils sont dans un flou total. En plus ils ont envoyé des pics à tout le monde. Là, cette année il est à OKC. Philly ils ont le pic 2028 je crois. Donc c'est vraiment Mhm. c'est un package on va dire Kawhi les Clippers où le projet est vraiment en train de se casser, quoi. Tom, tu donnes qui? Alors moi j'avais noté Kawhi dans les petits papiers, mais j'ai deux joueurs qui se détachent et le premier c'est Jordan Poole. En fait Ah tout ouais. simplement parce que je me dis que d'un point de vue motivation, alors là il entre dans une équipe. Alors, on se rappelle que c'est quelqu'un qui était indispensable pour une équipe qui a gagné le titre et il jouait à peu près, il jouait presque 30 minutes dans ces playoffs où il gagne le titre. La saison d'après, alors il y a la problématique de la droite de Draymond Green qui arrive justement dans ce training camp et il se retrouve à jouer un peu moins de minutes. Tu vois, sur la série playoff, il joue une vingtaine de minutes et qui voit son rôle diminuer. Et puis il passe à une équipe qui gagne 15 victoires. Quasiment, voilà, qui gagne pas beaucoup de matchs l'an dernier en la personne des Wizards, où on a l'impression qu'il a totalement perdu son basket. Et en fait, je me dis que c'est un joueur où il a une bague, il a de l'argent, donc au final, peut-être que mentalement, c'est un joueur C'est qui fini, ouais. pourrait, voilà, Qui a peut-être fini le que, jeu, ouais. voilà, c'est ça, peut-être qu'il peut se dire, voilà, il a son gros contrat, il a sa bague, il a rien à prouver, et puis peut-être que, alors je souhaite pas ça pour lui du tout, Non, hein, bien sûr, surtout ouais. que voilà, et surtout que toi, il va se retrouver dans un projet où il compte pas vraiment dans le projet en fait. C'est un contrat pour faire matcher potentiellement des salaires qu'on faudra peut-être améliorer l'effectif puisque c'est une équipe qui part en totale reconstruction et qui va essayer de capturer le drapeau cette saison. Ouais, sa chance, ce serait peut-être que le front office lui fasse comprendre, si tu veux partir d'ici, il faut que tu sois rentable, qu'on puisse Mm. te trader contre 2 joueurs, 3 joueurs, te faire partir vers un contender qui a besoin d'un joueur en sortie de banc ou qui a besoin d'un joueur en complément parce que X ou Y est blessé. On pense aux Lakers, par exemple, ou ce genre de choses, quoi. Mais clairement, compliqué saison qui s'annonce pour Jordan Poole. Je vais rester chez les Wizards et dire Kyle Kuzma. Euh, Moi, Kyle Kuzma, j'ai l'impression que c'est un joueur qui a clamé son amour pour Washington et pour les Wizards, mais je me demande à quel point, en fait, il n'a pas lui-même renoncé à essayer de réussir ailleurs. Euh, Mm. ça me rend triste pour lui. Je me dis, ce mec, il a effectivement fait partie des espoirs des Lakers. Ensuite, il a fini finalement à Washington, à l'opposé dans la ligue, en termes de réussite et disons, de lifestyle aussi, parce que tu parlais de Jordan Poole qui part de Golden State et qui finit à Washington, mais au-delà de l'aspect sportif, tu quittes la Californie, le soleil, etc., pour te retrouver sous la pluie de la côte Est dans des équipes moroses, ça fait beaucoup, ça fait vraiment Mm. beaucoup. Mm. Parce qu'on sous-estime ça, mais le lieu de vie, c'est quelque chose qui est important aussi pour les joueurs NBA avec les millions de dollars qu'ils gagnent. Mm. Et donc Kyle Kuzma, ouais, j'avoue que c'est un joueur, j'ai beaucoup de mal à voir à quel point il est toujours motivé par la compétitivité de cette ligue et par l'idée de faire son trou dedans. Et un peu comme parallèlement à ce que tu disais sur le contrat de Jordan Poole et le fait que bah, finalement il est multimillionnaire, qu'est-ce qu'il a approuvé, il s'en fiche. Mm. Kyle Kuzma n'a pas de titre, mais il me semble. Mais Oui, il a un titre, il est champion, hein. Il est ici, champion avec il est champion. Caruso Bah, dans la bulle. Ouais. alors pour le coup, même cas de figure que Ouais. Jordan Poole, tu vois. Ouais. Mais sa déclaration d'amour à Washington, je l'ai presque trouvé delusional, tu vois, presque trouvé dans le déni de ce que c'est que d'être dans cette ligue et presque de la chance qu'il avait d'y être encore, quoi. Mm. 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 Moi, j'avais potentiellement deux autres noms à vous proposer. J'avais Klay Thompson. Je souhaite pas ça du tout, hein, mais j'avais Klay J'y ai Thompson. pensé Et aussi, ouais. voilà, c'est quelqu'un qui va être normalement dans les meilleures dispositions avec Luka Doncic en porteur de balle, Kyrie Irving et tout ça. Et je me dis que si ça fonctionne pas là, ça risque d'être compliqué, sachant que moi, Klay Thompson, moi, je le vois plus concurrent de PJ Washington que vraiment concurrent sur le poste 2. Hein. Moi, pour moi, c'est un stretch fort maintenant, Klay Thompson, tu vois. Ouais. Non, mais C'est Kelly Olynyk, quoi. c'est ça. Pour moi, tu la position que tu défends, et je trouve que c'est quelqu'un qui aura énormément de difficultés à défendre sur les postes guard forward, quoi. Pour moi, voilà,
Pour moi, c'est devenu un stretch four. C'est triste à dire, mais pour moi, c'est ce que c'est devenu Klay Thompson. Et je me dis que si ça fonctionne pas à Dallas, c'est probablement les meilleures conditions pour lui, peut-être aujourd'hui. Donc voilà, il y a lui. Et puis l'autre joueur, un peu malheureusement, je pense que ça va être Al Horford. Al Horford, on l'a vu déjà en saison régulière l'année dernière. C'était déjà un petit peu plus compliqué. Il se faisait aussi cibler, alors que c'était quand il était arrivé à l'époque au Celtics, c'était un des meilleurs défenseurs, notamment sur la défense en switch et sur tout ce qui était défense d'isolation. Et de plus en plus, il se faisait cibler. Et je me dis que potentiellement, il y aura pas Kristaps Porzingis pendant un petit moment dans la saison. Ça va être peut-être lui qui va être obligé de tenir un peu de tenir la dragée haute avec potentiellement Luc Cornet, Tillman ou Nemias Keita. Mais on voit que je pense que c'est lui qui aura la faveur. Et j'ai peur que peut-être ce trop plein de minutes de début de saison risque peut-être de lui porter préjudice en fin de saison, puisque En fin c'est de saison et quelqu'un pour qui est les quand même playoffs. voilà, et puis c'est quelqu'un qui est quand même âgé, à moins que qu'il nous fasse un peu comme il avait fait quand il avait signé aux Sixers un matin, c'est-à-dire que il fait une mauvaise saison, il fait une saison où il est en difficulté, il se fait transférer, ou du moins il a une année supplémentaire où il se met au frais, et après il revient frais comme un gardon, comme il avait fait avec OKC. C'est ça, exactement. Matt, est-ce que tu as un dark horse sur cette course à l'IT Award? Bah, ouais, j'avais pensé aux deux noms qui disaient surtout Klay Thompson, parce que c'est vrai que je trouve qu'il faisait un bon candidat. Mais c'est vrai qu'à Dallas, c'est ce que je disais dans les previews, pour moi, il a quand même, je pense qu'il va être mis dans un rôle qui va être très bien pour lui. Donc bon, je le vois Mhm. pas, ouais, je le vois quand même avoir un rôle. Donc ouais, difficile de lui attribuer ce trophée, je trouvais. Et alors Ford, ouais, je sais pas quoi en penser. Si effectivement on regarde la saison régulière, bah pareil, il fait un bon candidat, mais moi ces playoffs m'ont tellement surpris que bah, en fait, je sais pas quoi faire avec Horford. Est-ce que lequel on va avoir en saison régulière? Est-ce qu'on va revoir celui qu'on a vu en saison régulière ou alors celui de playoff? Je sais pas. Je sais pas. Réponse la saison prochaine. Ouais, Mhm. il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce genre de joueur parce qu'effectivement, cet award, finalement, ce qu'il dit, c'est que cette saison risque d'être charnière dans leur carrière et de précipiter une fin qui devrait pas arriver si vite, y compris pour Klay Thompson qui est multititré et qui est finalement plus trop dans la fleur de l'âge et qui a eu en plus des blessures. Donc on comprendrait presque un départ à la retraite en fin de saison, mais on le regretterait si c'était sur une note négative. Là-dessus, messieurs, ben, merci beaucoup pour ce pod. C'était vraiment super fun de se poser autour de ces awards. On va vous poster sur Twitter, je pense, les différents awards pour que vous puissiez, vous toutes et tous qui regardez ce podcast ou qui l'écoutez, nous donner vos avis et vos pronostics. On va également faire le tour de l'équipe Dunkebdo et puis on se retrouvera sans doute en fin de saison pour faire le bilan de tout ça, tous les trois ou d'autres membres de Dunkebdo. Si vous avez aimé ce pod et si vous l'avez pas trop aimé, mais que vous voulez quand même nous soutenir, vous n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, le petit pouce qui va bien sur YouTube. Suivez-nous sur Twitter également, @dunkebdo. On vous salue tous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à lundi prochain. Ciao. Salut. Ciao, salut.